Bonjour à nouveau à tous, bienvenue à ceux qui se sont connectés lors de ces 2 dernières minutes. Bienvenue dans ce rendez-vous énergie santé pour tous les acteurs de la santé et du médico-social. Aujourd'hui, nous voulons parler du décret BAC. Si vous avez été nombreux à vous inscrire, donc ce qui témoigne de votre intérêt sur le sujet, votre désir de mieux comprendre ce décret, ce qu'il exprime, ce qu'il demande, ce qu'il impose. Quelles sont peut-être les sanctions? Est-ce que je suis vraiment obligé? Est-ce que je suis assujetti? Nous allons répondre à toutes ces questions. Voilà, je suis aujourd'hui accompagné de Camille Martin, qui est la responsable de notre pôle BAX, qui va nous partager toute son expertise sur le sujet. Et voilà, et je me présente rapidement, Rieu de la Veine, responsable commercial de nos grands comptes et de nos partenariats. Et donc, j'ai reconnu dans les participants quelques personnes avec qui je suis en contact. Bienvenue à tous. Et nous allons commencer ce webinaire par un petit peu de contexte, voilà, pour comprendre pourquoi il y a tous ces décrets qui existe aujourd'hui, le décret tertiaire, vous en entendez parler depuis plusieurs années, maintenant le décret BAX. Voilà, le contexte dans lequel sont nés ces décrets, c'est évidemment le sujet du réchauffement climatique. Je trouve ça intéressant de rentrer, d'arriver sur le sujet de la réglementation après avoir vu un petit peu où on en est en termes de contexte. Voilà, donc vous avez devant vous la température observée sur le graphique depuis la période 1850-1900. Et donc, on voit que depuis 1950, donc l'ère industrielle, il y a la température observée qui augmente drastiquement. Et c'est dû, on a étudié les sources, et c'est dû notamment à la généralisation de la combustion d'énergies fossiles qui vont produire des gaz à effet de serre. Il y a vraiment un consensus scientifique sur la contribution de l'activité humaine à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Peut-être qu'à cette période-là, il y aurait eu une variation de la température, comme il y a pu avoir depuis l'existence de la Terre. Hein. Il y a eu des ères glaciaires, des ères plus chaudes, mais ces changements de température, à chaque fois, se passent sur des centaines de milliers d'années. Et là, on voit que l'augmentation de la température, elle se passe vraiment sur une échelle très resserrée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les phénomènes naturels sont beaucoup plus violents. Maintenant, vu qu'on sait que le problème, c'est la concentration de gaz à effet de serre qui vont venir épaissir un peu l'atmosphère, la couverture qui est autour de la Terre et donc augmenter la chaleur, on peut se concentrer sur ce besoin qui est de réduire les gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, il y a 20% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'utilisation d'énergie dans le bâtiment, que ce soit résidentiel ou le tertiaire. Il y a d'autres sources d'émissions de gaz à effet de serre, que ce soit l'industriel, que ce soit le secteur de l'agriculture. Mais voilà, le décret tertiaire, le décret BAX, il s'applique vraiment à baisser ces 20% qui sont issus du résidentiel et du tertiaire. Quelques infos actuelles. Voilà, il y a un rapport qui est sorti en juin dernier du Haut Conseil pour le climat, qui est une sorte qui est un conseil de grand ponte de ces sujets climatiques, qui est notamment présidé par Jean-Marc Jancovici, si vous le connaissez. Voilà, le rapport, il fait 400 pages. Je ne l'ai pas lu en entier. Il aborde l'impact du climat sur tous les secteurs de la société aujourd'hui. Et je vous ai retiré quelques informations, quelques points que je trouvais importants de l'introduction, voilà, du constat où on en est aujourd'hui, en particulier en 2024. 2024, c'est la première année à dépasser plus 1,5 degré par rapport à la moyenne 1850-1900 qui sert de base. Alors souvenez-vous, plus 1,5 degré, ça faisait partie des seuils qui étaient nommés lors de la COP 21, des seuils qu'il fallait éviter de dépasser, etc. Et aujourd'hui, donc 2024, on est la première année à dépasser. Bon, on considérera qu'on a vraiment dépassé le seuil quand sur une période de au moins 10 ans, sur une moyenne, on aura dépassé les 1,5 degrés, mais ça montre qu'on tend malheureusement vers ce seuil déjà en 2024. Deuxième point, la consommation énergétique augmente par rapport à 2023, elle augmente de 1%. Donc ça, c'est après la correction
des variations climatiques. Donc, ça permet de comparer les données, même si la météo a été différente. Donc, il y a un peu un flou sur ce point de se dire, malgré tous les efforts qui ont été faits déjà, la consommation énergétique des bâtiments augmente. Donc, est-ce que c'est une sorte d'effet rebond ou dans des bâtiments où il y a des travaux d'isolation qui sont faits, la consommation ne va pas forcément baisser parce que finalement, on va plutôt augmenter notre niveau de confort désiré. Et donc, on va plus consommer de cette manière. Bon, ça, malheureusement, on ne sait pas la source de l'augmentation, les raisons de l'augmentation, de cette augmentation-là. Et troisième point, sur la période 2015-2024, donc sur les 10 dernières années, globalement, 6 fois plus de jours de vagues de chaleur par an que par rapport à 1960-1990. Vagues de chaleur, vous avez beaucoup entendu ce terme pendant l'été. Le terme de vague de chaleur, on en parle quand la température climatique, enfin la température de l'ensemble du territoire, là c'est au niveau français, donc l'ensemble du territoire français dépasse 25 degrés, en prenant en compte la nuit également, donc quand il fait vraiment chaud sur toute la France. Et on voit que sur la période 2015-2024, il y a eu 13 jours par rapport à 2 jours par an en moyenne entre 1960 et 1990. Et cet été 2025, il y a eu 33 jours, donc déjà 3 fois plus quasiment par rapport à la moyenne 2015-2024. Donc on voit que ça explose. Et à l'inverse, les vagues de froid, elles, sont en régression. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il peut y avoir des surprises de temps en temps, d'avoir en mai où on a l'impression que l'été commence désormais. Et bien, on va avoir une énorme vague de froid avec de la neige alors qu'on ne s'y attend pas. Il n'empêche que ces vagues de froid, elles sont vraiment en régression par rapport à ce qui existait avant. Et on peut voir ce phénomène dans cette courbe, on voit que les pics de chaleur sont beaucoup plus fréquents par rapport aux moyennes journalières. Voilà, donc on a un contexte de problème de réchauffement climatique et on voit que la solution, c'est de réduire de manière globale les émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme je disais, il faut fixer des objectifs et c'est le but du décret tertiaire, de fixer des objectifs de consommation surfacique pour 2030, 2040 et 2050. Pour rappel, ces objectifs, on les calcule soit de manière relative, donc c'est un pourcentage par rapport à une année de référence, soit grâce aux valeurs absolues, qui va dépendre de votre usage, de la zone géographique, et les dernières valeurs absolues viennent d'être publiées. Donc là, on a toutes les valeurs absolues pour tous les types de bâtiments. Et ensuite, une fois qu'on a ces objectifs, comment les respecter? Et c'est là que Camille Martin rentre en scène grâce au décret BACS qui pousse cette solution, là où le décret tertiaire pousse un objectif, le décret BACS il pousse une solution, c'est de piloter les systèmes consommant de l'énergie, pour supprimer le gaspillage notamment. Et je laisse désormais la parole à Camille pour vous parler du décret BACS et vous rappeler que durant toute la période, le temps du webinaire, si vous avez des questions, utilisez le chat en bas à droite de votre écran. On y répondra au fil de l'eau ou alors à la fin. Ça permet de personnaliser le webinaire au plus proche de vos besoins. Complètement, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Donc alors, décret BACS, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on peut s'attarder rapidement sur le mot BACS. Pourquoi BACS? Alors ça vient de l'anglais, donc Building Automation Control System, donc système d'automatisation et de contrôle du bâtiment en français. On a testé mon anglais là. Donc, c'est en fait, pour résumer, c'est tous les systèmes qui comprennent donc tous les produits, les logiciels et de manière assez importante les services d'ingénierie. Ça, on y reviendra, on expliquera pourquoi c'est très important et pourquoi on l'a surligné ici, à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique au moyen de soit commandes automatiques en facilitant la gestion manuelle des systèmes techniques. Donc, l'idée, c'est d'avoir à la fois un pilotage automatique des systèmes et aussi de pouvoir manuellement venir nous-mêmes paramétrer les systèmes. Donc,
On va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est une définition très vague pour le moment, mais on va expliquer avec pas mal d'exemples, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'impose ce décret BACS? Alors, il y a plusieurs critères, mais l'idée déjà, c'est vraiment le décret BACS nous demande de suivre, enregistrer, analyser en continu et par zone fonctionnelle à un pas de temps horaire les données de production et de consommation du bâtiment. Pourquoi c'est important aujourd'hui? C'est simplement qu'aujourd'hui, si vous voulez réduire votre consommation énergétique du bâtiment, il faut savoir d'où on part. D'où on part, pourquoi on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on consomme. Et donc, le décret BACS va venir instrumenter le bâtiment. C'est comme si demain, toi, Rio, tu veux faire des économies dans ton compte bancaire. En fait, tu vas regarder, OK, j'ai 20% c'est mes trains, 30% c'est mon alimentation, ça c'est mon loyer. En fait, tu sais que potentiellement le loyer, à moins de déménager, tu ne vas pas pouvoir le baisser. Donc, c'est un peu l'idée. Là, on va avoir la même chose, mais sur un bâtiment. Donc, on va se dire, 20%, 80%, n'importe, disons, c'est le chauffage. Ça, en fait, c'est le gaz que j'utilise pour ma cuisine. Bon, ça, je ne vais peut-être pas pouvoir le réduire. Donc, en fait, on va plutôt aller réduire sur la partie chauffage, etc. Donc, en fait, le décret BACS nous demande déjà d'instrumenter notre bâtiment pour comprendre ce qui s'y passe d'un point de vue vraiment énergétique. Ensuite, l'idée, c'est d'être interopérable avec les différents systèmes. C'est un mot un petit peu barbare pour simplement dire que l'idée, c'est que la GTB, à la fin, ou le BACS, puisse être évolutif dans le temps, c'est-à-dire que comme le petit schéma qui est indiqué à l'écran, on puisse raccorder des éléments. Donc imaginons aujourd'hui vous avez une GTC sur votre chaufferie, demain vous vous dites je viens d'installer une clim, j'aimerais raccorder ce système et avoir une supervision globale, que vous puissiez le faire dans le temps. Donc évitez évidemment tous les systèmes fermés qui font qu'au bout de 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps, vous ayez à tout remplacer, ce qui est un petit peu dommage. En particulier s'il y a des extensions et qu'on va rajouter des nouvelles parties de bâtiments à piloter sur la GTB et qu'on a envie de changer de fabricant pour n'importe quelle raison. Exactement, complètement. L'idée, c'est de pouvoir faire évoluer sans avoir à tout remplacer. Bon, après, il y a permettre un arrêt manuel. L'idée, c'est évidemment que même si la GTB tombe en panne ou est hacké, je ne sais pas, le bâtiment puisse continuer à fonctionner. Ensuite, l'installation elle-même, l'instrumentation, elle ne sert pas à grand-chose si derrière, il n'y a pas un suivi énergétique, donc de l'énergie management. Et donc, aujourd'hui, on a pas mal de clients qui nous disent « Non, c'est bon, on respecte le décret BACS, j'ai une GTB, c'est bon, mon bâtiment est instrumenté. » Mais derrière, on leur demande « D'accord, mais est-ce que vous ajustez en conséquence les consignes, l'optimisation énergétique du bâtiment ?» Et ils nous disent « Oui, il y a quelqu'un qui vient une fois par an. » En général, cette personne qui vient une fois par an, elle vient faire souvent de la maintenance plutôt technique, mais ce n'est pas forcément dans un but d'énergie management. Et donc, on n'a pas forcément de réduction de consommation grâce à ça. Donc, un des critères qui est très important, c'est de pouvoir ajuster les consignes et de faire de l'énergie management. Ça permet aussi évidemment de situer l'efficacité énergétique du bâtiment et dans l'idée, il faut pouvoir avoir une courbe, j'espère descendante, de votre consommation au fur et à mesure des années et donc de pouvoir comprendre si oui ou non on se rapproche des objectifs, notamment du décret tertiaire dont tu parlais plus tôt. Aussi, un point assez important, c'est l'inspection périodique des BACS. Donc, c'est tous les éléments qui sont reliés à ce qu'on appelle GTB, etc. Donc, ça peut être les régulateurs, les automates. On en parlera plus tard de tout ce qui compose ce BACS. Mais dans l'idée, pourquoi ce critère est là? C'est que, tout simplement, on voit beaucoup de BACS aujourd'hui ou de GTB dans des bâtiments qui ne sont pas du tout maintenus, en fait. Et donc, on arrive sur site, il y a pas mal de cas, on a perdu le mot de passe, on n'y a plus accès. Le capteur, en fait, ne fonctionne plus. Donc, on sait que la GTB est accessible depuis l'armoire du directeur, mais personne n'ouvre plus cette armoire depuis 2 ans. Parfois, il y a un petit peu de poussière sur l'ordinateur. Donc, tout ça, en fait, c'est des preuves que finalement, la GTB n'est pas forcément utilisée à son plein potentiel. Et donc, l'idée, c'est évidemment d'avoir l'inspection et de la maintenance potentiellement. Donc, mise à jour des logiciels s'il faut ou autre. L'idée aussi de cette GTB, c'est de pouvoir détecter des pertes d'efficacité des systèmes techniques. Donc,
éviter par exemple un 20 décembre de dire il fait froid, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi mon bâtiment est froid un lundi quand je reviens de mon week-end. En fait, la GTB va diagnostiquer à distance, si je puis dire, les pannes, et donc ça va permettre d'avoir une maintenance plus rapide, et aussi parfois la perte d'efficacité de certains systèmes. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique parfois des surconsommations, et donc tout ça, toutes ces possibilités qu'offre la GTB permet en fait de réduire la consommation. Évidemment, il faut pouvoir paramétrer ce système selon les besoins, et encore une fois, il faut une formation des gestionnaires, parce que, on parle encore une fois d'expérience, on voit parfois des GTB qui sont extrêmement complexes, ou même nous qui avons l'habitude d'être sur site, on voit très régulièrement quand même des GTB, et nous-mêmes, on ne sait pas forcément où cliquer sur certaines GTB. Et donc, bon, l'idée, évidemment, ça c'est un mauvais exemple de GTB. Dans l'idée, il faudra avoir des GTB qui soient faciles d'utilisation, mais même globalement, il faut que le gestionnaire soit formé à cette utilisation et puisse l'utiliser comme un outil, comme un autre dans sa journée. Et enfin, évidemment, il y a un entretien et une maintenance de tous les systèmes qui sont reliés au BACS, parce qu'on peut avoir des dysfonctionnements liés au BACS lui-même, mais aussi aux systèmes qui sont reliés. Donc voilà, là, tout ce que je viens d'énoncer, c'est en fait les critères, c'est l'essence même du BACS. Quand on vous parle de décret BACS, c'est vraiment ces critères-là qu'on vient chercher à satisfaire. Alors, maintenant, vous vous demandez peut-être qui est concerné par le décret BACS. Est-ce que vous devez mettre en conformité certains bâtiments? Alors, là, l'idée pour le décret BACS, c'est en fait l'assujettissement est lié à la puissance installée sur la partie CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Et donc, c'est tous les bâtiments qui ont une puissance supérieure à 70 kW. Donc, en général, les chaudières, les groupes froids. On associe aussi, par exemple, si vous avez des résistances électriques sur les centrales de traitement d'air, il faut aussi additionner la puissance de la résistance. Voilà. Et donc, si vous additionnez tout ça, et que vous êtes à plus de 70 kW, alors vous êtes assujetti au décret BACS. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais on n'additionne pas le chaud et le froid. Exactement, très bien fait de me le dire. En effet, si vous avez une chaudière, disons, qui est à 60 kW, et à côté que vous avez un groupe froid qui est vraiment utilisé que pour le froid, qui est à 30 kW, par exemple, on n'additionne pas, c'est vraiment, on additionne soit le chaud et soit le froid, et on regarde indépendamment la puissance. Et par exemple, si vous avez une pompe à chaleur, attention, c'est pas la puissance, c'est la puissance thermique, c'est pas la puissance absorbée. Donc ça, c'est bon. Faut aller creuser un petit peu dans la documentation technique de vos systèmes. Alors, donc en fait, ça fait partie de cette slide. Donc, doit-on sommer les puissances? Oui. Si vous avez, par exemple, en production de chaleur, des radiateurs électriques à 40 kW et une chaudière à gaz à 60 kW, alors vous avez un total de 100 kW sur la partie chaud. Et donc, vous êtes assujetti en 2027. Mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'assujettissement à 70 kW, vous êtes assujetti en 2027. Et si et si votre puissance est supérieure à 290 kW, vous êtes assujetti en 2025. Et voilà. Et là, par exemple, sur cet exemple-là, donc c'est les splits ou plutôt les unités extérieures qui seraient à 60 kW, on aurait une puissance de 60 kW. Mais là, ici, c'est le chaud qui nous assujettit, si je puis dire, sur cet exemple. On donne un petit exemple supplémentaire. Si vous avez une chaufferie centrale qui alimente, par exemple, 3 bâtiments sur un site, eh bien, on ne va pas diviser en 3 cette puissance. Non, en fait, on considère que l'ensemble de la chaîne énergétique est assujetti. Et donc, les 3 bâtiments sont assujettis au décret BACS et à 180 kW, donc assujettis en 2027. Ensuite, on peut avoir un autre exemple avec un même bâtiment, mais 2 chaudières à 2 endroits différents, chacune à 40 kW, donc puissance totale de 80 kW, assujettis en 2027. Ça rejoint l'exemple de la chaudière et de la puissance électrique, enfin du chauffage électrique. Exactement. Simplement, si on a 2 réseaux différents, voilà. Alors, comment on va... un point qui est assez important aussi dans l'assujettissement, c'est donc en plus de la puissance, on va étudier le TRI du système chaud ou du système froid
Par exemple, en France, c'est souvent le système chaud qui nous assujettit, c'est souvent la chaudière, par exemple, qui est au-delà de 70 kW, et on va étudier le TRI. Si le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans pour l'installation d'un BAX, alors vous n'êtes plus assujetti au décret BAX. Pourquoi il y a cette règle qui peut sortir peut-être de nulle part, on ne sait pas. C'est simplement qu'aujourd'hui, l'idée n'est évidemment pas de complexifier un bâtiment, de rajouter un BAX si ce n'est pas pertinent d'un point de vue énergétique. C'est simplement, en fait, cette règle-là, elle est pour garantir en fait, que l'installation permettra d'être rentable rapidement et de ne pas avoir une GTB significative. Exactement. Exactement. Si vous êtes bien assujetti d'un point de vue temps de retour sur investissement sur la partie chauffage ou refroidissement, si c'est la partie refroidissement qui vous assujettit, alors on va étudier l'ensemble des lots. Donc vous avez plusieurs lots évidemment dans un bâtiment. Vous avez l'éclairage, le chauffage qu'on a cité, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, la climatisation. Ça peut aussi être la partie production s'il y en a une. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder lot par lot si vous êtes assujetti. Donc par exemple, on va regarder, je donne un exemple au hasard, la ventilation, et on va dire, ok, bon bah maintenant si on met un BAX sur le lot ventilation, est-ce qu'on aurait un temps de retour sur investissement intéressant ou pas? Et s'il est supérieur à 10 ans, ben on retire ce lot. Voilà, globalement, sur l'assujettissement. Alors, comment est-ce qu'on navigue dans ce décret? C'est pas forcément extrêmement simple. Il faut savoir que, évidemment, le décret BAX étant un décret, au début, c'était simplement un petit texte de loi de 3 pages, donc pas forcément hyper simple de naviguer dedans. Mais quelques années plus tard, le guide d'application du décret BAX est sorti, donc là, c'est 23 pages, un peu plus de détails, qui mentionne une norme dans ce guide déjà d'application du décret BAX, la norme NF 52120-1. Et cette norme, elle fait 119 pages, donc on commence à avoir de la lecture petit à petit. Et ensuite, très récemment, je rappelle la première échéance du décret BAX, c'était 1er janvier 2025. Et le 13 juin 2025, donc 6 mois plus tard, une FAQ décret BAX est sortie, nous donnant quelques informations supplémentaires sur comment en fait naviguer dans ce décret, quelles sont les règles. Donc parfois c'est venu un petit peu réajuster ce que nous on pensait, ce qui est pas mal parce que du coup ça nous a apporté pas mal de précision. Et en plus, dans la FAQ décret BAX, il y a ce document qui est sorti, qui en fait est un document qui va relier le décret BAX, donc les exigences du décret BAX avec ce qu'indique la norme. Et qu'est-ce qu'elle indique, la norme? Elle donne en fait une classification de la régulation. Donc je vais pas forcément zoomer, mais en fait ce qu'il faut retenir, c'est simplement que cette norme donne de la classe D à la classe A des classes de GTB ou de régulation, et on va faire un lien donc, de ce qui est nécessaire pour respecter le décret BAX. Globalement, si je vulgarise vraiment, il faut en gros respecter maintenant, on peut le dire, une classe C pour respecter le décret BAX, en plus de tous les critères que j'ai mentionnés plus tôt. Donc voilà, le calendrier, encore une fois, l'entrée en vigueur, c'était donc le 22 juillet 2020. On a eu des C2E via la BAT TH116 qui ont eu un coup de pouce jusqu'au 30 juin 2024. Il y a un an. Il y a un an, exactement, ouais, un peu plus d'un an. Donc il y avait un coup de pouce, c'est-à-dire une bonification, c'était x2 en termes de subvention pour l'obtention d'une classe B ou d'une classe A. Donc ce coup de pouce a pris fin le 30 juin 2024. Et après, malheureusement, le 1er janvier 2025, il y a eu à nouveau une réduction des subventions. Donc aujourd'hui, aller chercher des subventions sur la BAT TH116, la fiche C2E relative à l'installation d'un BAX, c'est parfois pas forcément plus intéressant parce qu'il faut aller chercher une classe de GTB B ou une classe A en fonction des subventions qu'on veut avoir. Et là, je vous avoue que souvent, ça, évidemment, sur le devis, c'est un petit peu plus salé. Donc un temps de retour sur investissement moins intéressant. Alors peut-être que pour vous, vous dites mince, vous avez raté ces aides. En fait, nous, de notre point de vue, on est plutôt finalement assez content
que ces aides aient baissé, notamment, souvenez-vous, par rapport aux critères, à l'avant-dernier critère qui était listé par Camille, sur se concentrer sur le besoin et la formation du gestionnaire, parce que cette fiche C2E bonifiait, proposait des aides, mais pour l'installation de GTB de classe B ou A, donc c'est-à-dire de haute performance énergétique. Mais forcément, plus on monte dans la performance énergétique théorique, plus on arrivait dans des GTB complexes, et donc on se concentrait plus du tout sur le besoin. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a beaucoup de GTB qui ont été installés et financés par ces aides C2E qui malheureusement sont finalement trop compliqués par rapport aux réels besoins et au temps disponible des gestionnaires. Et donc aujourd'hui, ça permet de vraiment, au moins, vu que les aides sont plus si intéressantes et que c'est plus un vecteur de décision, ça permet de se concentrer sur le besoin, de proposer des GTB plus simples, du coup aussi plus facile à investir financièrement parlant, et qui derrière seront vraiment utilisés et permettront de faire des économies d'énergie. Oui, et là, on va peut-être se mettre nos amis intégrateurs à dos, mais c'est vrai que parfois, moi, je préfère vraiment préconiser une classe de GTB-C qui sera bien exploitée, qui est simple d'utilisation, et les programmes horaires seront tenus, etc. Et on aura une performance énergétique, certes, pas optimale au centième, mais plutôt bonne, plutôt qu'une GTB trop complexe, où là, en fait, il y a des dérives, parce qu'en fait, on a un outil trop complexe. Oui, ça peut finir par plus consommer si c'est pas utilisé ou mal utilisé. Exactement. Donc voilà, les classes de GTB, donc on dit classe A, fonction ayant une performance énergétique élevée, et là, encore une fois, à condition de vraiment avoir quelqu'un derrière le volant, si je puis dire, pour piloter en permanence cette GTB, pour faire de la maintenance, etc. Donc globalement, oui, le décret BACS, il faut rentrer dans une de ces classes. Et les 7 C2E, c'est seulement sur la classe A et la classe B. Donc, le document dont je vous parlais, qui détaille vraiment les exigences minimales. Donc, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de fonctions de régulation qui sont listées dans ce document qui viennent de la norme dont on parlait plus tôt. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a la régulation de l'émission. Donc, qu'est-ce que c'est la régulation de l'émission? C'est par exemple un radiateur que vous avez dans votre pièce ou un ventiloconvecteur ou autre. Et là, qu'est-ce qu'on nous demande? Tout simplement de respecter une classe C, c'est-à-dire d'avoir une régulation individuelle par pièce, par exemple au moyen de robinets thermostatiques pour des radiateurs hydrauliques. Et on a, voilà, sur chacune des fonctions de régulation, on a une indication de ce que nous demande théoriquement le décret BACS. Donc voilà, le document, il y a le lien du document dans le support de présentation. Que vous recevrez après le webinaire. Oui, mais alors rapidement, concrètement, voilà, comment on réalise des économies grâce à un système BACS dans le médico-social. C'est un concept simple qu'on va voir et détailler de manière un peu générale, c'est de supprimer le gaspillage. L'idée, c'est pas de baisser le confort dans votre établissement, bien sûr. Surtout dans les établissements médico-sociaux où vous avez besoin d'assurer un confort pour potentiellement des usagers plus fragiles. Et donc, on va vraiment faire attention à ça. L'idée, c'est de supprimer le gaspillage, c'est-à-dire l'énergie qui est utilisée pour rien. Est-ce que voilà, il y a du chauffage? Nous, on va souvent voir le chauffage qui est utilisé, qui continue de chauffer la nuit, etc. Dans des zones non occupées, même dans des zones occupées. Est-ce qu'il y a besoin de chauffer à la même température la nuit, le jour? On peut se poser des questions. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire grâce à un BACS et qui permet de vraiment faire des économies financières concrètes à la fin du mois sur votre facture. Donc l'idée en fait qu'on a à AlterWatt, c'est de respecter
de faire une régulation selon Pareto. Donc Pareto, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vraiment lire la slide pour ne pas me tromper. Mais l'idée de Pareto, c'est que 80% des effets sont la conséquence de 20% des causes. Donc si je prends l'exemple ici, c'est par exemple dans un établissement médico-social ou souvent dans pas mal d'établissements finalement, c'est souvent la chaufferie ou le moyen de chauffe qui va provoquer 80% à peu près de la consommation, tandis que l'éclairage, la ventilation, la régulation, etc., en fait, va être plutôt sur les 20%. Donc nous, évidemment, quand on veut aller vers des réductions de consommation, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est tout d'abord les 80% de consommation ici qui sont dus à la chaufferie. Donc pour ça, on va optimiser le temps de fonctionnement et la consigne du chauffage surtout, et donc 80% du résultat pour 20% des efforts de travaux. Parce que évidemment, quand vous voulez après relier l'éclairage, la ventilation, la régulation terminale, les petites clims, c'est beaucoup d'installations en plus pour seulement une petite part de consommation. Donc évidemment, si la régulation du chauffage, etc., est déjà parfaite, optimale, qu'il y a déjà un BACS, on peut aller grappiller le reste. Mais d'abord, évidemment, on va aller sur 80% de consommation. Comment on fait ça? On va tout simplement, là c'est un petit peu bête, mais en fait, on va regarder les périodes d'occupation et on va se rendre compte que là, par exemple, vous voyez en vert sur une programmation horaire d'une journée, on est, imaginons, dans une pièce de 8h à 18h de l'occupation. Et en fait, on se rend compte tout simplement que la programmation horaire, elle est de 6h à 22h. Alors, vous pourrez me dire qu'évidemment, on peut chauffer un petit peu plus tôt pour que quand les occupants arrivent, ils fassent bon, ça je suis tout à fait d'accord. Ça s'optimise. Ça s'optimise, évidemment, et on peut essayer de grappiller un petit peu la courbe de chauffe. Et on peut même aller un petit peu plus loin. Par exemple, on se rend compte parfois que dans certaines pièces, on n'a pas d'occupation pendant un bout de la journée. Donc, en fait, on peut, encore une fois, aller chercher de l'économie d'énergie et on va avoir une courbe de chauffe qu'on va optimiser. Et ça, évidemment, pour faire ça, il faut bien comprendre l'usage de son bâtiment, mais aussi, parfois, il faut avoir un système qui nous permette à distance d'optimiser ces courbes de chauffe, parce que si on a 3 chaufferies sur notre site, on ne va pas aller se déplacer 3 fois dans le bâtiment, plusieurs fois par semaine. Donc la régulation avant la GTB, justement, en fait, malheureusement, c'était ça. Il fallait se déplacer en chaufferie et puis aller changer dans des boîtiers qui n'étaient pas forcément très simples d'utilisation. Bon, les chauffagistes, en général, savent l'utiliser, bien sûr. Mais en fait, on ne va pas se déplacer tous les jours pour aller changer la régulation, etc. Donc, on observait souvent que les horaires et les consignes sont laissés par défaut, souvent en général un petit peu au max, si je puis dire, parce que le chauffagiste n'a pas forcément envie de se redéplacer parce qu'il fait un peu frais ou autre. Donc en fait, on va pousser les pétards au max et il va faire assez bon, certes, mais du coup la consommation va être pas vraiment optimisée. Donc on ne va pas forcément remettre en question les réglages et on va même parfois un petit peu oublier que ces boîtiers sont là parce qu'on ne va pas se déplacer dans le local technique, quoi. Aujourd'hui, avec la GTB, qu'est-ce qu'on retrouve en chaufferie? Là, d'un coup, on a un autre problème, c'est qu'on a des boîtes noires. Donc, pour le chauffagiste qui, à l'époque, pouvait réguler sa loi d'eau, etc., se retrouve face à ça. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Ça nécessite des compétences en automatisme, en automatique. Donc, c'est pas accessible aux chauffagistes. Donc, évidemment, nous, ce qu'on va essayer d'avoir derrière, c'est une interface, c'est pas seulement ces boîtiers, c'est l'interface pour une gestion énergétique. Et donc là, l'idée, ça va être de pouvoir avoir quelque chose, on l'espère, de plus simple, qui nous permet, comme là, un agenda Google, par exemple, de dire, écoutez, moi, l'occupation, elle est de telle heure à telle heure, et après, il faut soit faire une réduction, avoir un réduit, si, par exemple, on est dans des chambres d'hôpital, d'EHPAD ou autre, soit avoir complètement un arrêt du chauffage. Tout à fait. Et voilà, donc maintenant, on peut se poser la question comment passer à l'action. Il y a une phrase qu'on aime bien chez Alterwatt, c'est avant de prendre le large, il faut définir un cap, il faut savoir un peu quelle direction prendre. Et donc, nous, voilà, Alterwatt, bureau d'études, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à définir ce cap
et ne pas se tromper parce qu'il y a vraiment des grandes économies financières aussi à se faire accompagner pour pouvoir définir un cahier des charges, bien comprendre son besoin, etc. Et donc, on va nous proposer 4 phases pour un accompagnement global sur ce sujet. Ces 4 phases sont indépendantes les unes des autres en fonction, encore une fois, de votre besoin, de là où vous en êtes. Et avec cette première phase qui est celle de la définition du besoin, Camille va en reparler juste après. On va parcourir ensemble en fait le parcours d'un de nos clients sur l'ensemble de la chaîne. Ensuite, plus une partie à partir du besoin, de l'étude qui a été faite et du besoin qui a été spécifié. On peut vous accompagner pour gérer un appel d'offres auprès d'installateurs proches de chez vous, et de suivre l'installation et la mise en exploitation pour s'assurer que tout est fait selon l'étude, selon le besoin qui a été identifié. Et enfin, vous accompagner sur la partie suivi d'exploitation, c'est-à-dire l'après. Camille vous parlait de la formation voilà, et de l'énergie management. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut aussi continuer à vous accompagner pour que de manière annuelle ou plus régulièrement, 2 fois, 3 fois dans l'année, on se retrouve, on analyse les consommations, on prend des décisions pour trouver des viviers d'économie d'énergie et on modifie les réduits, on modifie les réglages pour toujours essayer de baisser votre consommation énergétique et de cette manière arriver à vos objectifs décrets tertiaires qui, je vous le rappelle, les premiers sont pour 2030, donc dans 5 ans. Voilà. On va parcourir rapidement ensemble le parcours d'un client dans notre accompagnement, qui est un établissement scolaire qui va finalement avoir, ce sont des types de clients qu'on accompagne beaucoup et on retrouve finalement des similitudes avec le médico-social. C'est pour ça que je me suis permis de vous présenter ce parcours client. Voilà, avec des usagers dont il faut prendre soin, etc. Des budgets aussi qui sont limités, des temps de gestionnaire qui sont extrêmement limités aussi parce que qui ont déjà des plannings bien chargés. Donc ce client, on l'a d'abord accompagné sur la partie décret tertiaire. Bon, ça c'est un petit rappel aussi de ce qu'on peut faire, où on peut récupérer les données d'entrée auprès de vos fournisseurs d'énergie directement pour vous éviter de chercher vos factures. On s'occupe de toute la déclaration sur Opérat, on calcule l'année de référence et ensuite, à partir de cette année de référence, on peut calculer les valeurs, vos objectifs sur les valeurs relatives, comparer par rapport aux objectifs sur les valeurs absolues, ce qui permet de vraiment optimiser votre objectif. Et on a vu vraiment des cas où le fait d'optimiser, notamment avec la prise en compte de la correction climatique, de pouvoir optimiser à hauteur de 10, 20 et même des cas très rares, mais à hauteur de 30% entre un objectif qui avait été pris par les établissements tout seul et celui qu'on a réussi à définir grâce à notre méthode et à notre expertise sur le sujet. Suite à cet objectif défini, cet établissement, le gestionnaire, avait pu participer à un webinaire sur le décret BACS. Donc là, vous en êtes à cette étape-là du parcours. Voilà, un webinaire qu'on avait organisé sur le décret BACS. On avait parcouru tous les enjeux comme aujourd'hui avec vous, et ce qui avait amené à quelques échanges durant le mois de décembre, suivant le mois suivant le webinaire, pour le chiffrage d'un devis, bien comprendre le besoin, pouvoir adapter l'étude chiffrée aux besoins réels. Et ensuite, du coup,
il nous avait commandé la réalisation d'un Jackbax, d'un diagnostic BAX, et c'est le travail quotidien de Camille, donc je vais le laisser en parler. Oui, évidemment. Donc nous, on va faire des préconisations d'installation d'un système BAX, si le TRI est inférieur à 10 ans, évidemment. Et pour ça, comment on fait? Nous, on va évidemment sur site, nos équipes vont sur site visiter le bâtiment, faire une visite technique. Et là, on prend connaissance des équipements, des systèmes du bâtiment. On va essayer d'analyser les régulateurs, les automates, tout le BAX qui est déjà existant, parce qu'il y a souvent déjà des choses existantes. Et puis, on va essayer de voir comment, un, on peut s'en resservir, et deux, on peut construire une architecture autour de l'existant pour ensuite avoir un BAX fonctionnel et qui puisse, à terme, évidemment, permettre une réduction des consommations énergétiques. Donc, on a souvent plusieurs scénarios, nous, qu'on vous propose à l'issue de cette étude. Les scénarios sont complètement modulables en fonction de votre besoin. À l'époque, c'était sûrement le coup de pouce C2E qui poussait vraiment les scénarios. Donc, souvent, on avait un scénario mini-BAX, puis un scénario B, scénario A, qui permettait l'obtention de C2E. Et nous, souvent, on aime bien aussi faire un petit scénario à nous, le scénario conseil Alterwatt, qui allie souvent plusieurs éléments, donc à la fois de la performance énergétique, mais aussi par exemple de la maintenance ou autre. Le meilleur rapport investissement-pertinence exactement. de la GTB. En écoutant évidemment le besoin client et des mainteneurs, etc. Oui. Alors, ne faites pas forcément attention aux chiffres qui peuvent paraître certes très imposants, notamment sur la deuxième ligne d'investissement total. C'est un établissement scolaire qui était vraiment très gros et qui avait vraiment un projet assez imposant de GTB à mettre en place, et donc forcément ça gonfle pas mal les chiffres. Derrière, encore une fois, la GTB adaptée à un besoin, ça peut être 2 fois, 3 fois moins cher que ce qui est affiché, même 4 fois dans certains cas, que ce qui est affiché s'il y a déjà des choses mises en place dans le bâtiment, etc. Donc, on va prendre tout ça en compte. L'établissement a continué à faire appel à Alterwatt en nous confiant la réalisation du scénario conseil à Alterwatt. Donc, ce scénario meilleur rapport investissement pertinence de la GTB. Et donc, là, c'est l'occasion de vous parler de notre service qui est une marque Alterbax, qui est un service de travaux, et qui est spécifique à l'Île-de-France. Et vu que cet établissement scolaire était présent en Île-de-France, et donc on a pu s'occuper nous-mêmes des travaux, vu qu'on a internalisé la compétence d'intégration. Sur ces phases-là, sur le reste du territoire, on va pouvoir plus vous accompagner en tant qu'AMO, donc pouvoir vous apporter nos conseils dans le choix des installateurs, assurer aussi également la discussion avec eux pour préparer les travaux, etc., jusqu'à la réalisation des travaux, et qu'on puisse reprendre la main plus sur l'exploitation, l'aide à l'exploitation. Mais dans le cadre de cet établissement en Île-de-France, du coup, il y avait eu la préparation des travaux où on avait pu définir vraiment de manière précise la solution demandée avec les schémas GTB, tout ce qui va derrière être demandé, nécessaire pour la réalisation, et que vous allez même garder dans votre classeur avec tous les DOE. Gros classeur. Souvent, gros classeur dans le bureau de la direction. Mise au point du planning, encore une fois en faisant attention à l'usage du bâtiment, en essayant, ce sont des travaux qui peuvent se faire en milieu occupé, et on peut faire en sorte que ça prenne pas trop de place. Souvent ça se passe principalement dans la chaufferie, dans les locaux techniques, donc c'est assez invisible, et si jamais il faut parfois couper le chauffage, ça peut se faire aussi en période de chauffe. Ça demande juste un petit peu de gestion du planning, s'assurer que à ce moment-là, il faut avoir des chauffages d'appoint
ou autres. Voilà. Et donc préparation du chantier jusqu'à l'installation, jusqu'au début des travaux d'installation, qui dans ce cas-là s'est déroulé sur plusieurs mois, notamment parce qu'on visait les périodes de vacances scolaires, pour que les élèves ne soient vraiment pas du tout impactés par la présence des ouvriers dans les locaux techniques, donc avec les différentes étapes, voilà, qui sont listées là, avec les 4 dernières qui sont vraiment qui rejoignent vraiment le cœur de la GTB, avec l'installation des automates, la programmation des automates et du superviseur par les intégrateurs. Et c'est là où la discussion est très importante avec votre intégrateur pour que votre supervision soit adaptée à votre besoin, elle réponde à ce dont vous avez envie, que derrière, vous ayez tout ce qu'il vous faut pour piloter au mieux votre GTB. Et enfin, la mise en service de la GTB avec la formation du gestionnaire et le lancement du suivi d'exploitation. Donc ça, c'était en février dernier. Et donc là, ils ont pu commencer à piloter en cours sur la fin de la période de chauffe. Et ils vont commencer cette nouvelle période de chauffe de l'hiver 2025-2026 avec une GTB dont ils savent se servir et pour laquelle on est aussi encore à disposition pour les aider dès qu'il y a des modifications à faire, les aider à se connecter sur le superviseur au début et petit à petit, on laisse la main de plus en plus. Voilà, c'est comme le vélo, au début il y a besoin d'un peu d'entraînement avec un regard expert et puis après vous serez lancé. Voilà, et donc un petit rappel sur Alterwatt. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais qui sommes-nous? Donc nous sommes PME, bureau d'études né de la conviction qu'une écologie intégrale est nécessaire, et donc on cherche à répondre à l'enjeu climatique de nos clients en optimisant les consommations énergétiques de vos bâtiments. Avec ces 3 services distincts, le service études, service travaux avec notre marque Alterbax et un service financement qui vient vous aider à trouver les aides disponibles aussi pour réduire les charges. Et je vous ai mis à la fin de cette présentation que vous allez recevoir, comme je vous disais, quelques références dans le médico-social que vous pouvez connaître, qu'on accompagne, donc la PHP, qu'on accompagne sur des audits énergétiques dans Paris, le réseau GAM qu'on accompagne sur des audits énergétiques et qu'on accompagne en ce moment sur des diagnostics BACS. Qu'est-ce qui n'est pas sur cette slide que vous pouvez connaître également, le GCAM, que tu accompagnes en ce moment sur la réalisation de diagnostics BACS sur une dizaine de sites. Oui, exactement. Voilà, donc le médico-social, c'est un secteur que nous connaissons vos besoins, vos enjeux, donc n'hésitez pas à faire appel à nous si vous souhaitez être accompagné. Voilà, et on est présent dans toute la France, et si jamais l'un d'entre vous gère un site du côté de Brive-la-Gaillarde, n'hésitez vraiment pas à faire appel à nous, vu que vous pouvez voir que nous avons un petit trou sur notre carte et qu'on aimerait bien le combler. Mais on n'a jamais eu l'occasion d'envoyer des ingénieurs travailler là-bas. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous dans mon agenda directement en scannant le QR code si vous le souhaitez. Si vous êtes déjà en contact avec des chargés clients chez nous, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec eux. Et il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup pour votre attention déjà, et merci Camille pour ta longue présentation et toutes tes connaissances. Voilà. J'espère que